Alors, je me présente parce que tout à l'heure j'étais la dame de la CFDT, j'ai pas vu. Donc je suis Maroussia Kravec, secrétaire confédérale en charge de 3 sujets principalement: le management au travail, le dialogue professionnel et les organisations hybrides. Voilà, donc merci aux intervenants précédents et à ceux qui sont assis à côté de moi. Merci à l'IRES et à l'ISST pour cette journée. Alors, sans surprise, on partage évidemment les constats qui viennent d'être posés par Laurent Capelletti et par d'autres d'ailleurs sur la verticalité managériale à la française, ses impacts délétères sur la qualité de vie au travail. Je pense aussi aux travaux qu'on utilise beaucoup de Jérôme Gauthier sur le Lean à la française, qui sont pour nous des points d'appui tout à fait intéressants, et au-delà des impacts délétères sur la qualité de vie au travail, mais des impacts sur la santé au travail, comme vous l'avez rappelé ce matin avec les travaux aussi de Thomas Coutreau. Nous partageons également la suggestion d'Anne Rodier quant à l'influence vertueuse des recherches sur le travail, que pourraient avoir les recherches sur le travail sur les dirigeants d'entreprise. Vous imaginez bien qu'on est évidemment confronté à la résistance des employeurs qui ont été décrites un peu tout au long de cette journée. Alors, nous, on est convaincus que les solutions qu'on propose, que nos revendications, elles doivent être viables économiquement. C'est valable, Marie-Lise le rappelle, à longueur de journée au niveau du budget de l'État. C'est valable pour le compte de résultat de la plus petite TPE, quoi. Donc on a vraiment en tête cette nécessité de viabilité économique et d'arguments qui soient audibles de la part des employeurs. Et donc on est convaincu aussi, et donc ça rejoint complètement vos propos, que pour faire évoluer les pratiques managériales, il faut qu'on puisse arriver avec des arguments solides, des arguments qui leur parlent, et dont un qui est central, qui est la contribution de la qualité de vie au travail globalement, quel que soit le terme qu'on emploie, à la performance de l'entreprise. Donc pour nous, les indicateurs qui sont présentés, vous avez présenté ici, qui sont présentés dans le chapitre Travailler mieux. Alors très rapidement, vous avez évoqué la question de la rentabilité mesurée dans les expériences des entreprises. Rentabilité mesurée entre 200 et 4000% en termes d'investissement corporel, que ce soit les 20 000 euros par personne de coûts liés aux 3 indicateurs ATMP, etc., ou encore l'euro investi en qualité du management qui en rapporte 4. Pour nous, c'est évidemment des outils hyper précieux en termes d'arguments pour convaincre les employeurs à accepter de faire du management et d'organisation du travail un sujet de dialogue social, et puis plus largement à accepter de modifier leurs pratiques managériales. Alors, on a quand même quelques petits points de discussion ou d'attention que j'ai notés, j'en ai noté 5. Le premier, c'est plutôt une question, c'est qu'est-ce qu'on entend par négociation par équipe, idéalement tous les 6 mois. Parce que nous, évidemment, ça nous interpelle sur la place, d'ailleurs, vous avez posé la question sans trop y répondre non plus, sur la place des représentants et des militants, des équipes militantes en entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on entend par cette négociation par équipe tous les 6 mois ? Sur les entreprises libérées, alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples de réussite. En revanche, il y a des exemples de réussite, en tout cas de management participatif, dans les scopes, par exemple. Et pour nous, ça, c'est un vrai levier de réflexion, c'est-à-dire d'aller voir des modèles de gouvernance où il y a un réel partage du pouvoir et où ça marche. Donc les entreprises libérées, non, mais il y a d'autres modèles sur lesquels s'appuyer. On en a un peu parlé ce matin, et nous, c'est vraiment une réflexion qu'on mène sur la diversification de nos interlocuteurs côté employeur, en s'appuyant sur des employeurs convaincus. Après, troisième point, j'ai pas de réponse non plus, mais je le pose quand même là, c'est qu'est-ce qu'on fait de tous ces indicateurs face à des employeurs qui ont une stratégie qui repose sur le quiet firing, quoi, pour le dire en bon français, donc qui en gros pousse à la démission en mettant en place des mesures qui sont socialement impopulaires. Je pense au backlash sur le télétravail, à la Société Générale dont on a beaucoup parlé récemment. C'est clairement, enfin tout le monde le sait, c'est clairement un encouragement à la démission. Plus largement dans le secteur des technologies par exemple, du conseil, on a aussi beaucoup de management par les chiffres et encore par les chiffres c'est vraiment un euphémisme, pour s'assurer d'avoir un nombre suffisant en fait de volontaires à des plans de départ volontaires dans le cadre de PSE. Donc bon, bref, voilà, qu'est-ce qu'on fait de ces employeurs-là?
Quatrième point de réflexion, c'est, alors on est complètement convaincu, hein, vous l'avez compris, sur la nécessité de la mesure en monnaie sonnante et trébuchante, donc là-dessus on adhère totalement. En revanche, on se posait la question de ce que vous entendiez par le préalable à une modification des pratiques managériales. Je crois que c'est formulé comme ça dans le chapitre. Donc le fait que les études soient un préalable à la modification des pratiques managériales, ça pose la question de la mise en œuvre effective de ces mesures préalables. Clairement, on sait que si on part sur des mesures, des index, etc., les difficultés de mise en œuvre dans les plus petites entreprises sont là. Donc comment on fait ça ? Et donc voilà, enfin globalement la maxime c'est le mieux étant l'ennemi du bien. Comment on fait pour ne pas nuire au développement d'un management plus participatif en conditionnant finalement cette amélioration à ces mesures préalables. Et le dernier point sur les éléments de discussion, c'est sur le fait d'agir pas simultanément, mais en tout cas sans priorité sur les 6 domaines du management ou de la QVCT. Finalement, c'est globalement les mêmes. On l'a vu quand même avec la QVT et puis avec la QVCT que le fait justement de vouloir embrasser trop large, je vais encore sortir une maxime, mais qui trop embrasse mal étreint, c'est-à-dire qu'à un moment, à force de vouloir embrasser trop large, on s'est un peu perdu dans qu'est-ce que c'est concrètement la QVCT, et puis il y a certaines entreprises qui se sont saisies de ce flou un peu global, de ces dimensions initiales, puis 6, etc., pour aller sur des terrains qui n'étaient justement pas dans le cœur de la QVCT. Donc ça, c'est un premier point, un premier argument par rapport aux 6 domaines. Aussi parce que, on le voit très clairement dans les baromètres, les 6 domaines, ils n'impactent pas de la même manière. Moi, il y a quelque chose qui me marque toujours, c'est que si on prend l'exemple de la rémunération, la rémunération, c'est toujours la première attente des salariés, dans tous les baromètres, quels qu'ils soient, c'est encore la première attente dans le baromètre qu'on a sorti là en mai. C'est la première attente des salariés, c'est la première revendication à juste titre de nos militants, donc améliorer la rémunération, particulièrement en plus en ce moment et dans le contexte actuel. Mais pour autant, quand on creuse, et là les baromètres le montrent très clairement, la rémunération, le fait d'être bien rémunéré, c'est pas un facteur de satisfaction au travail. C'est clairement pas un facteur de satisfaction. En revanche, c'est le premier facteur d'insatisfaction. Je crois que c'est Herzberg, si je parle sous la... Voilà. C'est Herzberg qui montre en fait qu'il n'y a pas de continuum entre insatisfaction et satisfaction au travail. Et ça, je trouve que c'est quand même un point, toujours sur cette idée des six grands domaines. On n'agit pas sur les mêmes choses, et notamment on n'agit pas forcément sur la satisfaction ou l'insatisfaction au travail selon les domaines. Et enfin, le dernier point, toujours par rapport à cette question des 6 domaines, c'est un autre écueil de la QVCT, alors qui peut paraître un peu contradictoire avec le premier, c'est que si on ne met pas de hiérarchie dans les 6 domaines de QVCT ou de management, il y a une tendance assez naturelle des employeurs à se focaliser sur certains. On le voit par exemple très nettement quand on analyse les accords EGAPRO. EGAPRO, il y a des domaines d'action qui sont proposés et les partenaires sociaux doivent s'engager sur certains des domaines d'action. Et franchement, toutes les études quantitatives montrent qu'en dehors de la rémunération, qui est un thème obligatoire, il y a certains axes qui sont mobilisés très fortement, des axes qui sont assez simples comme la formation par exemple, parce qu'il y a des obligations de toute façon financières, et par contre il y a d'autres axes comme les conditions de travail qui sont très très peu mobilisés, sous-mobilisés. Donc ne pas créer de hiérarchie entre ces 6 domaines en disant finalement il faut tous les investir, on se dit qu'il y a peut-être un risque à passer à côté de l'essentiel. Et on le dit, y compris vis-à-vis de nos militants. C'est-à-dire qu'il y a les employeurs qui peuvent aller sur des terrains qui sont plus faciles pour eux, donc formation, même articulation des temps par exemple, et puis nos militants qui vont se dire ce qui est pris n'est plus à prendre, et du coup qui vont signer des accords QVCT parce qu'ils vont obtenir des jours pour les aidants, et c'est tout à fait compréhensible, mais qui pour autant ne vont pas traiter de ce qui, pour nous, est vraiment au cœur de la QVCT, c'est-à-dire justement la possibilité de s'exprimer et d'agir sur son travail, l'autonomie au travail, bref, voilà. Donc toute cette question autour de comment on pose des essentiels. Et puis juste en conclusion, on partage le besoin de mobiliser à la fois les entreprises et les pouvoirs publics, même si on croit
moyennement au ruissellement du haut vers le bas, enfin au ruissellement du coup. Pour autant, aujourd'hui, alors à la CFDT, à chaque négociation interprofessionnelle, c'est quand même ce qui précède les transpositions en loi. Hein. Aujourd'hui, il y a quand même des marges de manœuvre pour atteindre la loi, le code du travail dans la négociation. Et dans toutes les négociations interpro, on porte les questions du management, le rôle des managers dans la conduite des transformations, dans la qualité du travail, dans la santé des travailleurs, la nécessité de négocier sur l'organisation du travail, la mise en place du dialogue professionnel, la nécessité de former aussi les managers en formation initiale, formation continue. Et juste parce qu'on n'en a pas du tout parlé, mais c'est passé un peu inaperçu, mais on l'a fait avec succès par exemple dans l'ANI de novembre 2024 pour l'emploi des travailleurs expérimentés. Donc c'est passé un peu à la trappe parce que c'était sur le sujet des seniors et qu'en fait ce qui a été mis sur le devant de la scène c'est la retraite progressive, ce dont on est ravi, mais pour autant, au-delà de la retraite progressive, dans cette année, il y a un paragraphe sur le dialogue professionnel. Alors, c'est pas le paragraphe qu'on aurait écrit tout seul, hein, c'est l'objet d'un compromis, mais il y a quand même un paragraphe sur le dialogue professionnel, donc ça met dans le paysage les questions du dialogue professionnel au niveau interpro, au niveau national. Il y a la création d'une négociation pour les entreprises de plus de 300 salariés sur les travailleurs expérimentés qui posent des fondamentaux et de la négociation sur le management, sur l'organisation du travail. Donc il y a quand même des leviers et alors après maintenant il faut encore qu'ils soient transposés et là on est confronté à d'autres problématiques. Voilà. Mais en tout cas il y a ces éléments. Voilà. Et puis dernier tout petit point, on partage l'idée de faire feu de tout bois. C'est comme ça que je l'ai un peu interprété dans la phrase toute solution négociée qui éloigne de cet excès bonne à prendre. J'aime beaucoup. Et donc voilà, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. On a sorti un manifeste qui s'intitule Le travail que nous voulons, avec des fiches annexes revendicatives pour nos militants. Et en gros, ce qu'on leur dit, c'est de mettre la question managériale et organisationnelle sur la table dès que c'est possible. Donc dans toutes les négos, évidemment dans toutes les infoconsultes, y compris celles qui a priori ne traitent pas du management. C'est vraiment comment on essaye de poser ces questions-là dès qu'il y en a l'occasion.